Et bonsoir à tous, salut les jeunes, et merci d'être fidèles au rendez-vous du live écho. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live écho à proprement parler sur cette chaîne, voilà, bon, avec les fêtes de fin d'année, tout ça. Mais reprenons les bonnes habitudes avec le début de l'année 2022. On va baisser un tout petit peu le son pour s'assurer que tout ça reste bien sûr audible. On va faire quelques annonces, on va se lancer dans le sujet. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Si vous voulez aussi passer sur le Discord, venir faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus. Petit live ce soir, donc un peu improvisé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais d'abord, vous l'avez vu sur ce petit écran de temps de chargement, Rue de la Révolution revient avec son épisode 15 déjà. Il faut savoir que demain, on fête les 2 ans du podcast Rue de la Révolution. Donc 15 épisodes, dont un aussi... 16 épisodes, 15 épisodes canoniques et un épisode hors série. Voilà, donc en 2 ans, on aura déjà interviewé une quinzaine de personnes. Et donc demain sort donc, notre numéro 15 pour les 2 ans. Avec Laetitia Riss, la rédactrice en chef du média en ligne Le Vent se lève, et donc on parlera un petit peu du paysage médiatique français, particulièrement cette élection présidentielle. Ce sera très intéressant, et ça sort demain. Qu'est-ce qui est sorti encore très récemment ? La semaine dernière, vous avez peut-être découvert sur les podcasts signés Fastkill pour l'audio et puis pour la vidéo sur ma chaîne YouTube, le bien nommé l'Econocast, où on fait de la vulgarisation encore sur l'économie, mais cette fois-ci sur un format court, en 20 minutes, donc un format un peu plus dynamique, un peu plus ramassé que ce qu'on peut faire par exemple pendant les live échos. Mais on reprend des notions de base et puis on va commencer comme ça un petit peu à construire. Donc le premier épisode est sur le PIB, et en 20 minutes, on fait vraiment un tour d'horizon d'où vient le PIB, comment il est calculé, son origine historique, ce à quoi il a servi, ce à quoi il sert aujourd'hui, ses avantages, ses inconvénients, comment le dépasser. Voilà, donc tout ça, ça se retrouve sur la chaîne YouTube qui est en lien, à mon avis, quelque part. Sur Twitch aussi, et sur mes réseaux sociaux sinon, et puis disponible aussi sur Geekzone et sur mon site internet. Donc ça c'est pour les sorties podcast. L'Econocast qui est sorti la semaine dernière, vous pouvez déjà retrouver d'ores et déjà, et Le Vent se lève, Rue de la Révolution avec Laetitia Riss, rédactrice en chef du Vent se lève, qui sort demain pour les 2 ans de Rue de la Révolution. Alors n'hésitez pas non plus à me faire un petit retour sur le chat pour me dire si le son est bon, etc. et pour réagir à cette séance improvisée. Alors oui, improvisée pourquoi ? Parce que j'ai pas fait beaucoup de pub pour cette session, à vrai dire, j'y ai pensé un peu au dernier moment. Il s'avère, pour ne rien vous cacher, que je suis invité demain à une table ronde dans laquelle, au Sénat, pour parler de l'économie de demain. Ce qui m'honore, ce qui me fout un peu la pression aussi, mais cette table ronde est destinée donc aux sénateurs avant tout, et donc n'est pas ouverte au grand public. Et donc je me suis dit, puisque c'est pas ouvert au grand public et que je dois encore un peu bosser ce que je vais raconter, sélectionner ce que je vais dire ou pas, parce que bon, j'ai 20 minutes, pourquoi ne pas en parler avec vous ce soir pour vous donner un petit peu les pistes de réflexion sur lesquelles j'avais bossé, et puis voilà, pouvoir en parler avec vous, et que si ces infos sont pertinentes pour des sénatrices et des sénateurs, elles le sont probablement tout autant pour le commun des mortels. Donc, on va se faire un petit peu un tour d'horizon, comme ça me permettra aussi de voir ce qui marche, ce qui marche pas, et de le faire un peu à l'oral. On sera peut-être rejoint plus tard par Dorian. Est-ce qu'il est là, Dorian ? Dorian m'envoie des petits messages. Dorian, tu t'hésites pas, hein, tu te mets sur si tu veux participer via le chat ou quoi, ou jeter un œil. Il n'y a pas de souci, on t'embrasse. Alors, bien sûr, comme j'ai fait quand même mon boulot pour ne pas faire perdre du temps à nos amis sénateurs et sénatrices. Alors attendez, on va faire une petite pause parce qu'on me dit qu'il y a peut-être des petits soucis de diffusion. Est-ce que c'est ma connexion ou pas ? Ça a l'air d'aller. Je regarde vite fait si c'est stable. Non, c'est stable chez moi.
Mais c'est pas grave. Donc, bref. Revenons à nos moutons. Donc de quoi on va parler? J'ai préparé donc des slides pour avoir quand même quelques références. Donc il y aura 2-3 graphiques, 2-3 références à des articles pour explorer. Parce que bon, si on fait un tour d'horizon, parce que bon, la question est vaste, hein, en gros c'est de discuter des perspectives pour 2022 et la suite sur l'économie européenne. Il y a 50 000 trucs à raconter. On pourrait parler politique monétaire, on peut parler fiscalité, on peut parler gouvernance économique, on peut parler investissement, semestre européen, banque, finance, etc. Bon, on peut parler de l'énergie aussi, l'inflation, la crise climatique, le social, le sanitaire, le numérique. Donc bon, il y a vraiment énormément de choses à dire et évidemment il faut faire des choix. Donc j'ai fait des choix par la force des choses plus subjectifs de sujets dont je suis un peu plus proche ou un peu plus expert, et puis de ça on va essayer de dérouler un petit peu tout ça. Bienvenue à Pi Valentin, j'espère que je n'écorche pas ton pseudo, mais merci de nous rejoindre sur cette chaîne, bienvenue. Donc, tour d'horizon, Union Européenne, quelle économie pour demain? Alors, je vais vous partager un petit peu les slides que j'ai préparés, le temps que je trouve. Voilà, ça marche. Alors ça, c'est l'invitation, mais voilà, il n'y a pas le lien, c'est caché. Bon, s'il y a des gens qui veulent y participer, je ne sais pas si je peux filer le lien. Contactez-moi en privé, on va voir. Mais bref, donc demain, qu'est-ce qu'on va raconter demain? Alors... bon, ça c'était pour me présenter. Hub Intervention, ça on s'en fout, vous connaissez déjà. Pour répondre un petit peu à la question, donc, comme je le disais, voilà, le sujet est un peu vaste. Quelles sont les perspectives pour 2022 et la suite en Europe? Bon, bah, le sujet est vaste, donc je vais sélectionner quelques sous-sujets. On va plutôt commencer d'ailleurs sur la finance. Merci Gotos, bienvenue, merci pour le follow. Thanks very much to the French YouTuber who's just following the channel. That's very much appreciated. Allez, Dorian qui est là aussi. Dorian qui me dit Robert Boyer, got to see it. Ouais, alors donc demain il y aura aussi Robert Boyer au Sénat, effectivement. Attends, je vais remontrer du coup. Faux départ. Ouais, donc Robert Boyer, économiste aussi. Donc on va faire un petit peu double emploi, mais bon, je vais plutôt parler banque et finance pour le coup. Et Hugues Ferrebeuf, que je connais pas à titre personnel, mais qui bosse pour The Shift Project. Donc je suis convaincu qu'il nous donnera une vision un peu plus ingénieur physique sur les questions de l'énergie. Et donc moi je mettrai ma casquette de financier et je parlerai un petit peu du secteur bancaire et financier et des soucis qu'il peut y avoir de ce côté-là. Alors peut-être, justement, on a posé la question, moi on va me poser la question et je vais y répondre, ce que je pense qui peut être un peu problématique dans les mois ou années à venir sur les perspectives économiques, clairement. Mais on a posé la question, bien sûr, aux grands décideurs, aux grands Manitou de l'économie dans le monde, via aussi le World Economic Forum. Le World Economic Forum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est suisse. C'est en fait le forum qui a derrière, enfin l'association qui a derrière notamment le sommet de Davos, donc où les personnes les plus riches et les plus grands décideurs se réunissent une fois par an. Voilà, donc un petit côté grand club du pognon. Ceci dit, on peut les accuser de beaucoup de choses. Mais quand on leur demande quels sont les plus gros risques et de les mettre dans l'ordre sur les 10 prochaines années, même si c'est ni des gauchistes ni des écolos, ils mettent quand même le problème de l'environnement sur les 3 premiers risques, dont l'inaction climatique, les catastrophes climatiques liées au mauvais temps et la perte de la biodiversité, comme étant les plus grands risques, notamment un plus grand risque économique pour l'avenir. Ce sur quoi je peux tout à fait être d'accord avec eux. Peut-être il serait bienvenu de leur part d'avoir aussi une prise de conscience, ou en tout cas un regard critique sur l'action qu'ils ont pu mener eux-mêmes pour en arriver là. Et puis sur la deuxième partie, des questions plutôt sociales, comme le problème de l'érosion de la cohésion sociale, les problèmes de crise, notamment aussi du vivant, bien évidemment les maladies, l'impact aussi de l'activité humaine et des dégâts de l'homme sur l'environnement,
une pénurie ou une crise sur les ressources naturelles, et arrive en 9e et en 10e des choses qui sont peut-être un peu plus dans ce qu'on entend d'habitude par le business ou par la droite, c'est-à-dire une crise de la dette et des tensions géopolitiques, géoéconomiques. Donc, déjà on a sur un bon, c'est un peu la déprime ce tableau, hein, là, on est vraiment paré pour les 10 prochaines années là, sur les risques entre les problèmes sociaux, les problèmes climatiques, les ressources naturelles, la dette, les tensions géopolitiques. Là on est blindé sur les 10 prochaines années. Bon, alors bien évidemment, comme quoi même à Davos, visiblement, on est câblé. Hein, on a quand même conscience du drame climatique et écologique. Bon, moi, en ce qui me concerne, vous me connaissez, ancien banquier et bossant en tant qu'économiste, notamment sur les questions de stabilité financière. Je vais plutôt prendre les défis. Bien évidemment, en filigrane, il y aura le défi climatique tout le long, mais je vais plutôt le prendre par la lorgnette des banques et de la finance. Et vous allez voir que de là, on va dérouler. Alors Gotos nous dit, eh bien, on se met à la musique. J'écoute attentivement. Merci Gotos. Oui, alors ma petite playlist de musique, c'est du Street of Rage et du Donkey Kong Country 2. À mon avis, des playlists que tu n'aurais pas reniées. Et puis quand ce live sera terminé, allez vous abonner à la chaîne de Gotos qui stream tous les matins. Voilà. En plus, on se fait pas concurrence. Moi, je stream le soir, donc c'est parfait. Allez voir la matinale de Gotos, c'est très très bien. Alors, le contexte aussi, vous l'avez peut-être déjà vu passer, puisqu'on parle d'économie européenne. Emmanuel Macron en a fait suffisamment de pub. La France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. Alors, la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est pas grand chose, hein. C'est pas comme la présidence de la République où pendant 6 mois Macron ferait tout ce qu'il veut avec un exécutif fort comme on l'a d'ailleurs dans la 5ème République. Non. La présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est une présidence tournante qui change tous les 6 mois. Tous les 6 mois, c'est un pays différent qui la prend. Et c'est tout simplement une série de débats qui aura lieu entre les différents pays pour essayer de faire avancer quelques dossiers, mais on est plus sur une espèce de forum que sur un mandat exécutif de 6 mois avec des pouvoirs précis. Là, on est vraiment plutôt sur un round de négociations. Mais du coup, c'est la France qui a la priorité de l'agenda pour les 6 prochains mois. Et quand on parle banque et finances, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu le contexte de savoir qu'est-ce que la France va nous imposer comme sujet à débattre pour changer les directives et la régulation européenne, et ben à Bruxelles, comme dans la presse financière, on se doute que la France va essayer de pousser son propre agenda. Elle a souvent une tendance quand même, la France, à défendre ses grosses banques. Parce qu'il faut savoir qu'en France, par rapport à d'autres pays européens, c'est un peu l'exception française, on a des grosses banques universelles qui ressemblent d'ailleurs pas mal des fois à certaines banques américaines ou certaines banques anglaises, c'est-à-dire ce qu'on appelle des GSIBs pour Globally Systemic Systemic International Bank. En gros, des grosses banques avec un gros bilan et des banques qui font tout. Banque de dépôt, banque d'investissement, donc trading floor et tout ça. Et alors que dans pas mal de pays européens, on a des banques un peu plus petites qui sont peut-être un peu moins diversifiées, mais en France, on a comme ça cette exception un peu française de grosses banques universelles. Et là où certains pourraient avoir envie de pousser un agenda de régulation un peu plus soutenu du secteur financier pour éviter les crises, notamment en séparant les activités de retail, donc les activités pour le commun des mortels, et les activités de trading et de banque d'investissement. Bon, bah ça c'est un agenda que la France n'aime pas trop en général, puisque les grosses banques françaises, les gros fleurons français sont des banques comme ça, et donc ça nuirait à notre compétitivité. On l'avait déjà dit sur cette chaîne, la France est un peu un mauvais élève là-dessus en Europe, puisque déjà les députés de la majorité présidentielle il y a quelques années, début 2020, avaient voté contre le nouveau package de régulation, package qui avait été par les négociateurs, y compris négociateurs français,
sur lequel il y avait déjà eu un accord au niveau international, mais les députés ont quand même rejeté ce truc sous couvert de dire que ça pénaliserait nos banques plus que les autres, parce que et donc une espèce de course comme ça au moins 10 ans. La France aussi, vous l'avez peut-être vu plus récemment, s'est opposé en Europe, c'était l'un des seuls pays à s'opposer à une taxe sur les transactions financières. Donc on sait que la France c'est un peu un mauvais élève, ils sont très libéraux sur les banques, pour protéger leurs petites, ou plutôt leurs grosses banques. Et donc, dans la presse financière, tout comme à Bruxelles, déjà on se méfie un peu du risque sur les sujets un peu moins médiatisés, que la France essaye de faire passer un petit peu des législations, ou en tout cas mettre à l'agenda des choses qui sont un peu pro-banque, pro-libéralisation du secteur. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, puisque déjà ces accords de Bâle 3, ce qu'il faut bien comprendre, ils sont encore en train d'être implémentés, alors que l'impulsion de ces accords est arrivée dès 2009. Donc il faut savoir que la régulation bancaire telle qu'on la connaît et financière telle qu'on la connaît, aujourd'hui elle est quand même vachement conséquence de la crise des subprimes. Il y a eu un choc, il y a eu une crise, et donc on en a tiré les conséquences, et donc il fallait réguler. Il faut réguler encore plus. Et donc ce package a commencé à être discuté en 2008-2009, il a commencé à être voté, puis implémenté, etc. Et on est encore en train de l'implémenter. C'est-à-dire que la crise des subprimes, c'est 2008, on est en 2022, 14 ans plus tard, on est encore... les banques n'ont pas encore... tout le package n'a pas encore été voté, tout le package n'est pas encore en place, et en fait, sans arrêt, ce package, il est retardé. Et là, encore plus, il a été suspendu avec notamment la crise Covid, la pandémie, il y avait d'autres choses à faire, donc ça a été suspendu. Et dans le même temps, du coup, ça laisse du temps pour les banques et pour les lobbies bancaires, et pour certains pays qui sont qui ont les oreilles très ouvertes par rapport à ces lobbies bancaires, de dire le package, du coup, on va un petit peu l'affaiblir, on va le retarder encore plus, on va peut-être même annuler certains bouts. Donc ça traîne, et c'est plutôt à l'avantage des banques, du coup. Mais c'est bien le problème, puisque on a des marchés qui fonctionnent, des marchés qui fonctionnent. On a des marchés qui sont au plus haut historique, notamment grâce ou à cause de l'action des banques centrales. C'est pas le seul aspect, mais c'est un des aspects. Mais la banque centrale, elle fait pas de travail vraiment structurel, de régulation. Elle donne du cash aux banques pour s'assurer qu'il y ait de la liquidité dans les marchés et que ça puisse fonctionner. Donc elle fait un travail de pompier. Il y a eu une crise en 2008 et des menaces de crise depuis. La banque centrale, du coup, a essayé de travailler de manière conjoncturelle et pas structurelle, donc vraiment comme un pompier, sur les incendies qui pouvaient avoir lieu. Donc la finance va mieux, ou en tout cas les marchés se portent bien. Mais derrière, le package structurel, celui qui permet de rendre le secteur financier vraiment plus résilient et éviter d'avoir de nouvelles crises, celui-là, il traîne des pieds. Et un des risques effectivement à venir, ce serait cette tentation de ne pas aller jusqu'au bout. Et ça fait partie des choses sur lesquelles certains se méfient. Petit graphique tiré d'un papier très intéressant dont la référence est ici, qui montre qu'en fait, la fréquence dans les pays émergents, les pays avancés, des grosses crises financières dans le temps. Et on voit que la période où il y a eu zéro crise financière chez nous, dans les pays occidentaux, c'est la période où la régulation a été la plus importante. Et c'est une période qui ne nous a pas empêché de faire de la croissance à 2 chiffres, donc de dire il faut déréguler les banques, ça permettra de faire de la croissance, faire marcher l'économie, etc. Les faits historiques sont quand même tenaces, et en fait en pratique, c'est quand les banques étaient le plus régulées, qu'elles étaient du coup les mieux protégées, et qu'il n'y avait pas de crise, sans que ça nous empêche de faire de la croissance ou d'avoir une prospérité économique. Par ailleurs, le pic que vous voyez là à partir de 80, c'est quoi? C'est le pic, bien sûr, de dérégulation avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher, où on a commencé vraiment à libéraliser le système bancaire, le déréguler, jusqu'au pic de 2008, et depuis, donc on est comme ça dans un balancier régulation-dérégulation, et là on revient sur un côté un peu dérégulation à venir, donc il faut se méfier, d'autant plus que le fait de rendre le secteur plus résilient, c'est important, parce qu'il y a des risques, il y a des facteurs de risque sur le secteur bancaire qui font qu'une crise financière pourrait éclater, et on sait très bien ce que ça va donner derrière, c'est que il va falloir encore que les gouvernements socialisent les pertes, et ça on n'en veut plus, quoi. Et donc Dorian qui complète, il a raison, Dorian, de dire 90% des profits bancaires en zone euro, c'est les banques françaises. Bah oui, parce que alors c'est vrai que le secteur bancaire,
européen, d'un point de vue profitabilité, il n'est pas aussi en forme que le secteur américain. Il y a un tas de raisons structurelles et conjoncturelles qui font que les habitudes des Européens ne sont pas les mêmes que les Américains. Les canaux de financement des entreprises américaines ne sont pas les mêmes que les canaux de financement des entreprises européennes. Donc il y a des petites différences dans la manière dont les banques fonctionnent. Effectivement, le secteur bancaire européen a un peu de mal à renouer avec une certaine profitabilité ou une certaine rentabilité. Mais visiblement, cette année, ça s'est plutôt bien passé pour les banques françaises, effectivement. Alors j'ai promis qu'on allait parler d'écologie et de finances vertes. Alors la finance verte, parlons-en. Ça c'est aussi une chose dont on entend parler de plus en plus, qui est parfois même présentée comme étant un secteur d'avenir, pour la finance en particulier, mais peut-être pour l'économie en général. Alors la finance verte, il faut quand même commencer par se méfier d'une chose, c'est que la finance verte c'est assez antinomique. On en est bien conscient, c'est bien un certain capitalisme déréglementé qui nous a aussi conduit dans cette course à la productivité, au productivisme, qui ne prenait pas en compte l'amenuisement des ressources de la planète, qui ne prenait pas en compte le coût de la pollution, etc. Donc c'est aussi cette folie financière et ce court-termisme qui nous a conduit à ce qui est en train de devenir une crise climatique. Donc utiliser la finance pour résoudre le problème, alors que c'est ça aussi qui a créé le problème en premier lieu, c'est quand même assez original, dirons-nous. Mais il faut savoir aussi que la finance a quand même de vieux réflexes, et donc des gros mots qui ont pu conduire à des crises de par le passé, comme les produits dérivés, par exemple, qui sont essentiellement utilisés pour de la spéculation, et qui ne cherchent pas directement à financer ce dont ils sont dérivés, justement. Si je prends un produit dérivé sur une entreprise, par exemple, ça n'aide pas du tout l'entreprise, ça ne sert pas à financer l'entreprise. Bon bah là, il commence à y avoir des produits dérivés sur les critères écologiques, donc on peut parier du coup sur la transition écologique sans financer la transition écologique. On peut parier sur des ressources naturelles, ça on le savait déjà. On peut commencer maintenant aussi à parier sur l'eau. Alors génial, une ressource aussi nécessaire et aussi basique qui serait sujette au mouvement de marché et donc aussi aux bulles et aux crises, c'est quand même assez dangereux, assez inquiétant. Donc se méfier de la finance verte, puisque la finance verte peut revêtir finalement une réalité beaucoup plus problématique. Il y avait aussi une étude, il y en a de nombreuses, mais la dernière en date, sortie par l'EDEC Business School, qui est ici présenté sur l'écran à droite, qui montre qu'en fait la plupart de la finance verte et des critères ESG notamment, donc pour environnement, social et gouvernance, en gros quand on regarde un petit peu l'étendue des produits, il y a finalement en moyenne que 12% des produits qui sont labellisés comme tels qui sont pas du greenwashing, qui sont vraiment liés à des projets ou à des investissements verts. Seulement 12%. Donc si vous investissez dans le vert, en moyenne, il n'y a que 12% de ce que vous investissez vraiment qui sert vraiment à la cause écolo, le reste étant du maquillage. Donc ça c'est quand même hautement problématique. Et puis il faut toujours pas oublier aussi les effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'en finance, la finance marche comme ça par bulle et par cycle, et donc il faut toujours trouver la nouvelle aubaine. En 2008, enfin avant 2008, jusqu'à l'éclatement de la bulle en 2008, c'était les subprimes, avec en plus des effets leviers de ouf avec les produits dérivés. Là, le risque, faudrait pas non plus que la finance verte devienne une aubaine, parce que ça pourrait quand même nous poser des problèmes sur la suite quand même, disons-le clairement. Alors que je constate que j'ai laissé Telegram ouvert et que ça s'affiche sur l'écran, donc laissez-moi couper Telegram 30 secondes, voilà, parfait, comme ça. Pas de souci, voilà, donc finance verte, attention à la finance verte cache quand même une réalité un petit peu plus sombre, en tout cas sur lequel il faut quand même se méfier un peu. Mais surtout, moi quand j'entends le mot finance verte, mon premier réflexe c'est de dire, il faut commencer par la contraposée, il faut qu'on parle de la finance brune. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, la finance a quand même participé à la situation dans laquelle on est. S'il existe des grosses entreprises polluantes, beaucoup de business, etc., c'est parce qu'il y a aussi des banques et des marchés qui les ont financées. Donc, si on veut vraiment verdir la finance, il faut d'abord la débrunir.
Parce que si on ne fait, alors l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais si on ne fait qu'ajouter une couche de verre sur une finance qui est brune par ailleurs, donc brune dans le sens où elle détruit la biodiversité, elle soutient donc des entreprises qui sont polluantes, qui émettent beaucoup de carbone, etc. Donc si on ne fait qu'ajouter une petite couche de verre et créer une espèce d'effet d'aubaine sur cette petite couche de verre, en gardant tout le reste de la finance comme étant brun, et tout ce qui va être investi dans le vert sera contre-productif, puisque derrière on va quand même continuer à sponsoriser ce qui pollue et à continuer l'activité. Donc avant de chercher vraiment à verdir et d'ajouter une couche de verre et de jeter de l'argent en plus sur du verre, il faudrait déjà commencer à débrunir. Si on ne débrunit pas d'abord, finalement cette couche de verre va complètement se mélanger dans le reste et va être sous-optimale pour être un peu optimiste, mais en fait en gros complètement contre-productive. Donc il faut bien comprendre aussi que la problématique ne s'arrête pas au carbone par ailleurs, et selon même, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France, 42% du volume des titres détenus par les banques françaises, celles qui vont bien, comme le disait Dorian, financent des entreprises qui dépendent en grande partie de ressources naturelles, et sur lesquelles il y a donc évidemment un gros risque, non seulement sur le bilan carbone, mais aussi sur la biodiversité. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Et en fait, ces grosses banques, évidemment, donc elles financent encore massivement. Parce qu'il y a deux problèmes. Pour une banque, il y a ce que la banque finance aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, on regarde, on a les chiffres 2016, 2017, 2018. J'aurais pu aller chercher des chiffres un peu plus récents, mais ils sont assez similaires, les chiffres récents. C'est qu'on voit un petit peu les plus grosses banques du monde, ce qu'elles ont financé en absolu, en valeur absolue, sur des investissements polluants et sur des entreprises polluantes ou hautement émettrices de carbone. On voit par exemple, si on en prend une française, BNP ici, BNP sur 2016, 2017, 2018 a quand même soutenu à hauteur de 51 milliards des entreprises polluantes. Donc 51 milliards, rien que pour la BNP, qui a été injecté là, sur ces 3 années-là, dans des entreprises polluantes. Donc qu'est-ce que ça sert de faire 5 ou 10 milliards de verre si derrière il y a 50 milliards qui continuent à sponsoriser le brun, le polluant? Vous voyez toutes les plus grosses banques qui sont, il y a quand même des gros montants. JP Morgan, c'est presque 200 milliards, donc c'est énorme. Et ça, c'est sur les activités d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré les accords de Paris, malgré la prise de conscience de l'urgence climatique, il y a encore des montants énormes qui sont injectés dans des entreprises qui continuent à polluer ou dans des projets qui vont polluer demain. Donc ça, c'est le problème. Et évidemment, comme le temps passe, ces investissements, ils sont faits sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, c'est des prêts à long terme. Et sur le bilan des banques, il y a encore énormément d'actifs qui sont liés justement à des investissements polluants. Et ça, ils disparaissent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que même si demain, une banque arrêtait complètement de soutenir les entreprises polluantes et ne ferait plus que de l'investissement vert, elle aurait encore sur son bilan énormément d'investissements ou de prêts, d'obligations liées à des actifs polluants. Et ça, il faut aussi s'en débarrasser. Donc, même en admettant qu'on arrive à arrêter dès aujourd'hui, il y a tout l'historique, il y a tout l'héritage qui est un boulet au pied et qu'il faut gérer. C'est ce qu'on appelle des actifs échoués, ou en anglais stranded assets. C'est des actifs qui sont liés à des entreprises polluantes et qui, dans le cadre d'une transition écologique, vont possiblement aussi être amenés à être complètement dévalués. Si demain Total ne vaut plus rien et qu'on interdit à Total de vendre de l'essence ou de polluer, les prêts qu'une banque aurait pu faire à Total vaudront plus rien, et c'est la banque qui va en être de ses frais. Et ça, c'est quand même un gros risque pour la finance aussi, parce que la Banque de France, par exemple, estime le nombre d'actifs échoués, donc d'actifs qui pourraient demain ne plus valoir grand-chose quand on va enclencher la transition, à 12 000 milliards de dollars. 12 000 milliards de dollars, c'est énorme. La Banque d'Angleterre fait même une estimation à 20 000 milliards de dollars. C'est entre 5 et 8 fois le PIB de la France. C'est énorme. Donc ces actifs échoués, il va falloir les gérer. Il va falloir les gérer pour aussi que les banques arrêtent de traîner des pieds. Parce que le problème aussi, c'est que si une banque a énormément d'actifs échoués, qui demain, si on enclenche la transition écologique, ne vaut plus rien, les banques veulent pas admettre que ces actifs pourraient ne plus rien valoir demain. Ils veulent pas enclencher la dévaluation. Donc ça incite la finance à l'inertie.
Personne ne veut enclencher la dépréciation d'actifs qui sont aujourd'hui rentables et être le premier à dire que le roi est nu, parce que là c'est le moment où c'est l'effet boule de neige où effectivement les banques vont en être de leurs frais, ce qui pose un double risque. Le risque du coup on pourra même plus compter sur la finance pour financer le vert, parce qu'ils sont en train d'éponger les pertes sur le carboné, et donc, et en plus de ça, du coup ils veulent pas s'y mettre pour éviter d'admettre qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas que les actifs échoués qui posent problème dans une mesure similaire, il y a ce qu'on appelle les actifs non performants. Et ça, c'est aussi lié à la crise Covid, je m'explique. Depuis 2008, la BCE et les autres banques mondiales, les banques centrales, pardon, jouent les pompiers. Donc, on a baissé les taux, on a accès plus facilement à des prêts. Pour les entreprises les plus grosses, la BCE peut même racheter les obligations. Donc, c'est pas structurel, c'est conjoncturel. On fait le pompier. Donc, il y a des entreprises qui, sans cette politique monétaire accommodante, sans un accès plus facile aux prêts, ne seraient déjà plus rentables et auraient dû faire faillite. Si on ajoute à ça la crise Covid, où il y a eu des confinements, du chômage partiel et beaucoup d'aides d'État et de prêts garantis par l'État, sans tout ça, il y a évidemment beaucoup d'entreprises aussi qui seraient déjà en faillite, sans ces soutiens publics. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Et le nombre d'entreprises zombies ne fait qu'augmenter de décennie en décennie, et là le niveau actuel des entreprises zombies est autour de 15%. Donc 15% des entreprises, en gros, sont considérées comme des entreprises zombies, donc sont considérées comme ayant une grosse probabilité de déposer le bilan, de faire faillite, si il n'y avait pas toutes ces aides d'État. Et ce qui, du coup, condamne un petit peu les gouvernements, etc., à ne pas retirer ces aides, de peur de déclencher un effet domino. Sauf que, on estime dans un scénario, c'est la BCE qui estime dans un scénario grave mais plausible, que le nombre de prêts qui pourraient devenir douteux, donc une fois que les soutiens des gouvernements vont s'arrêter après la pandémie, puisque on a vu ce que ça coûtait aussi en termes sur le déficit, sur la dette publique, etc. Donc il y a peu de gouvernements qui sont enclins à continuer à faire comme ça ces aides publiques. Ça pourrait atteindre, c'est à peu près la moitié du PIB français, c'est 1400 milliards d'euros. C'est bien au-dessus de ce qu'on a eu en 2008 et en 2011. Et donc il va falloir gérer ce problème. Et on a effectivement des projections du nombre d'entreprises, du pourcentage d'entreprises qui ont une grosse probabilité de faire faillite si on arrêtait cette politique monétaire accommodante, si on arrêtait ces soutiens. Et donc il y a les actifs échoués d'un côté, donc tout ce qui est lié aux actifs carbonés, donc aux polluants, etc., plus tout ce qui est lié aux entreprises zombies. C'est deux bombes à retardement là qui font que si ça s'enclenche, les banques vont être dans la merde. Vous m'excuserez le français. Il faut savoir aussi que voilà, un montant comme celui décrit par la BCE là, en fait, il suffirait que seulement 20% des prêts dans la zone euro fassent comme ça défaut. Alors 20% ça fait beaucoup, mais il peut y avoir la conjonction de plusieurs facteurs de risque. Mais s'il y avait que celui-là, que le risque des entreprises zombies, il suffirait de 20% des entreprises ou des prêts qui feraient défaut pour épuiser absolument totalement tous les fonds propres de toutes les banques européennes. En sachant qu'il suffit déjà d'une ou deux banques qui puissent avoir des problèmes pour que ça contamine le reste du secteur financier. Donc c'est quand même pas un petit risque, et ce qui, à mon avis, souligne à nouveau la nécessité de ne pas lâcher sur le paquet réglementaire pour s'assurer que ces banques-là soient bien protégées aussi, et pas justement libéralisées encore plus, pour leur faire prendre encore plus de risques, et in fine les affaiblir encore plus vite si demain il commence à y avoir quelques entreprises zombies qui font faillite. Parce qu'en fait, plus on libéralise et plus on laisse les banques prendre de risques, moins il suffira de prêts qui font défaut pour mettre ces banques en défaut. Et ça, c'est quand même un problème. Une piste... alors ça, c'est peut-être aussi une démonstration, c'est un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui vient de la Banque de France aussi, qui montre que dans une économie normale, en tout cas normale, libérale, capitaliste, où des entreprises font faillite, de nouvelles entreprises se créent. Si une entreprise n'a pas pris le virage du 21e siècle, elle fait faillite, ou elle sera remplacée par une autre entreprise. Bon, vous connaissez un peu l'histoire du capitalisme, des entreprises qui arrivent comme ça un petit peu
un darwinisme de l'économie. Bon. Et donc en moyenne, on voit sur ce graphique, il y a entre 45 et 65 000 entreprises par an qui font défaut, qui mettent la clé sous la porte en France. Et on voit que bon, quand l'économie allait un peu mieux, entre année Jospin et un petit peu en montant, bon, bah, on avait ce chiffre à baisser, mais voilà, il est quand même autour de 55 000 entreprises par an. Et ce chiffre est tombé à 25 000 bah, depuis le début de la pandémie Covid. Parce que du coup, on a mis l'économie à l'arrêt, et on a dit, toutes les entreprises, maintenant, vous allez avoir accès à des prêts, etc. Alors, notamment beaucoup d'entreprises liées au... Bah, si on n'avait pas eu ces prêts garantis et ces aides d'État, il y a beaucoup de restaurants qui auraient dû fermer, puisqu'on n'avait pas le droit d'aller au restaurant. Donc c'est normal qu'on les ait aidés, je dis pas ça. Par contre, en temps normal, bah, il y aurait eu de toute manière des restaurants qui auraient dû fermer parce qu'ils sont remplacés par d'autres restaurants. Donc c'est le cycle économique. Et là, on a complètement stoppé le cycle économique, et donc on empêche les entreprises de faire faillite. Et ça, il va y avoir un effet retour, c'est-à-dire que le jour où on va arrêter ça, il va y avoir un rattrapage, ou alors il va y avoir une espèce de prise d'otage où on n'osera jamais arrêter ça de peur de faire exploser le nombre d'entreprises faillites. Un peu à la manière que depuis qu'il y a moins de confinement, et que depuis que le vaccin est bien installé, et que la croissance est revenue, eh ben on a une inflation énorme. Une espèce de rattrapage. Vu qu'il ne s'est rien passé pendant un an, hop, l'inflation était stable, et puis d'ailleurs on a même perdu en croissance. Mais là, depuis que ça a repris, hop, l'inflation 6-7%, ça explose. Ben là, il y a un risque comparable. Est-ce que tu as un autre graphique pour le comparer aux créations d'entreprises? Non, pas sous la main, j'ai procrastiné. Non, j'ai pas procrastiné, c'est juste que ce graphique, je suis tombé dessus il y a pas longtemps. En revanche, je sais qu'en moyenne, par jour, le nombre de créations d'entreprises est entre 500 et 800 en France. Donc tu peux faire une règle de 3 rapidement. Sur 250 jours ouvrés. Bah, tu sais quoi, on va le faire. Attends. Alors je dis quoi 250 jours ouvrés. Environ 500 par... Voilà, en sachant qu'aussi là-dedans, donc ça fait quasiment le double de création par rapport à celles qui font faillite. En sachant que faire faillite, on peut aussi arrêter une entreprise sans qu'elle fasse faillite. Hein. On n'est pas obligé de déposer le bilan pour qu'une entreprise soit fermée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans cette création d'entreprise, quand je dis 500 par jour environ, ça compte aussi les auto-entrepreneurs, etc. Hein, et vraiment les micro-entreprises. Voilà pour les ordres de grandeur. Alors j'en étais où? Oui, alors peut-être une piste de réflexion dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et puis je vous renverrai à l'article. Il y aura une note aussi qui sortira bientôt avec l'Institut Veblen, sur laquelle on bosse avec Isabelle Coupé-Soupéran et d'autres économistes tout à fait respectables sur des solutions par rapport à ces problèmes de finances vertes, mais aussi à ces problèmes de prêts non performants qui pourraient liés à des entreprises zombies, qui pourraient être un gros risque pour le secteur bancaire. Et parmi les nombreuses pistes qu'on met en avant sont un renforcement du paquet réglementaire, sur la fin de certaines pratiques un peu problématiques. Il y a aussi ce concept de cleaning bank, donc en fait une banque publique qui pourrait aussi reprendre ces prêts peu performants ou ces actifs échoués pour arrêter l'inertie contre des conditions. Par exemple, on pourrait admettre que cette banque récupère les prêts liés aux actifs bruns pour éviter qu'ils soient trop dévalués, en échange d'une réorientation stricte du business des banques sur uniquement ce qui est renouvelable et non polluant, ce qui est compatible avec la transition écologique. Ça fait partie des outils qui peuvent être mis à disposition, mais un outil n'est jamais bon seul, il faut effectivement une boîte à outils. Mais ça fait partie des pistes qu'il va falloir explorer, parce qu'en fait, il va y avoir un problème de gestion de ces actifs non performants, et de gestion des actifs échoués, qui sont un peu la même chose, hein, c'est juste que la source c'est pas la même, mais ça peut poser problème, donc il va falloir comme ça accompagner, et ça fait partie des solutions qu'on propose. Alors, et pourquoi on en est arrivé là? Alors moi ça m'amène à un autre sujet, c'est celui de la politique monétaire. La politique monétaire, elle est donc c'est l'action des banques centrales qui rachètent des bons du trésor, qui rachètent des obligations d'entreprise, donc qui fait de l'expansion monétaire
mais cette fois non pas avec la formule classique les crédits font les dépôts. Alors, je refais très rapidement, très brièvement. Les crédits font les dépôts, c'est quoi le concept? C'est que la masse monétaire, contrairement à ce qu'on peut penser un peu naïvement, c'est pas lié au stock d'or à la Banque de France. En fait, c'est tout simplement lié directement à la somme des prêts et des crédits qui existent. Donc, si par exemple, je vais faire un prêt immobilier à la banque de 100 000 euros, bah, la banque va créer 100 000 euros. Il y aura 100 000 euros de plus de masse monétaire. Et donc, c'est pour ça qu'on dit les crédits font les dépôts. Donc, mon crédit de 100 000 euros a créé 100 000 euros qui deviennent un dépôt, c'est mon dépôt, et ce dépôt, je l'utilise pour acheter la maison. Voilà. Et donc, cette création monétaire, elle est liée quand même à une réalité, puisque le crédit, il a été utilisé pour acheter une maison, donc il y a un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, et donc la masse monétaire est comme ça liée un petit peu à l'activité grâce à cette formule, les crédits font les dépôts, et donc c'est les banques commerciales qui font la monnaie. Si j'achète une voiture, c'est la même chose. Et c'est aussi pour ça que on voit que jusqu'à 2008-2009, la somme agrégée sur les plus grosses banques américaines, ça marche pareil en Europe, est très liée à la somme des dépôts. Donc les crédits font les dépôts, et donc fatalement, c'est couplé. Il y a autant de crédits que de dépôts, et donc la base monétaire est comme ça. Et depuis 2008-2009, comme les banques centrales ont repris la main, c'est un peu tautologique comme graphique, comme les banques centrales ont repris la main, elles ont non pas laissé faire les crédits font les dépôts, elles sont allées acheter, certes, ce qui s'apparente à une forme de crédit, elles sont allées acheter des obligations et des bons du trésor, donc ça c'est de la dette, mais des États ou des grosses entreprises, et pas des prêts pour le commun des mortels. C'est réservé juste aux plus gros, donc les pays, les plus gros pays, les pays les plus solvables, et les plus grosses entreprises qui émettent eux de la dette via les marchés, et la banque centrale rachète ces marchés, et donc on voit que la somme des dépôts a continué à augmenter grâce à cette action-là, alors que les prêts agrégés, eux, sont restés du coup un peu plus stables. Donc cette politique monétaire non standard a entamé un découplage qui peut aussi laisser comprendre pourquoi cette création monétaire ne percole pas jusqu'à nous, puisqu'elle est un petit peu utilisée principalement pour les marchés et les États, et pas pour les ménages et les individus. Et surtout, cette création monétaire, en fait, elle sert surtout donc du coup aux banques, aux marchés, puisque ces obligations sont échangées sur les marchés, et notamment aussi ce qu'on appelle les shadow banks, donc tout ce qui est acteur du marché, mais qui n'est pas une banque à proprement parler. Donc, qu'est-ce qui différencie une shadow bank d'une banque? En gros, elles font à peu près la même chose. Elles peuvent avoir un portefeuille d'investissement, des actions. Elles font un travail sur les marchés, mais elles n'ont pas accès à des lignes de crédit à la banque centrale. Donc du coup, la formule les crédits font les dépôts ne marche pas. Elles ne peuvent pas créer une monnaie. Donc elles se servent aussi d'obligations comme ça, comme un petit peu. Nous, on se servirait de billets dans une partie de Monopoly. Alors, je m'arrête 30 secondes de cette explication pour répondre à Petit Totoro qui nous pose la question. La cleaning bank, n'est-ce pas encore une manière de socialiser les futures dettes des banques? Alors oui, c'est pour ça que c'est sous-optimal. Alors socialiser. Allons au bout du raisonnement. C'est pas une solution sans coût. Ça c'est vrai. Mais quand on voit que la BCE fait de l'expansion monétaire sans véritable contrepartie, ou en tout cas sans conditionnalité, elle rachète des entreprises, elle rachète des choses, même des choses d'entreprises polluantes, même des choses d'entreprises non performantes, elle le fait sans condition. L'argent public qui a été investi dans les banques qui étaient en faillite pour refaire tourner le système, il a été fait quasiment sans condition. Il y a eu quelques conditions sur les salaires des traders sur quelques années, au mieux, et encore tout le monde ne l'a pas respecté, mais on n'a pas dit aux banques en contrepartie vous arrêtez vos activités de marché, par exemple, vous arrêtez les conneries sur les produits dérivés. Non, on a juste donné du fric. Donc, si on admet comme étant un réflexe systématique de dire on va socialiser les pertes, alors la cleaning bank a quand même un avantage, c'est qu'on les socialise déjà un petit peu moins dans le sens où les services de cette cleaning bank seraient quand même payants. Enfin, quand on rachète ces actifs, on peut quand même en faire quelque chose derrière. C'est pour essayer de mieux les gérer, de les mettre en commun, de trouver des synergies. Et d'autre part, on le fait
avec une contrepartie. Donc c'est socialiser les pertes, effectivement, mais cette fois-ci pas sans contrepartie. L'idée, c'est de dire, on vous débarrasse de ce poids qui vous empêche de faire la transition écologique, on comprend. Mais du coup, la condition, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus 1 euro qui va dans le financement des actifs bruns, qui va dans le financement de ce qui ne correspond pas à une taxonomie renouvelable. Donc, ça permet quand même de décoincer un peu les choses. C'est un moindre mal, parce que le souci, c'est que si on ne socialise pas un peu les pertes, ou si on n'y met pas quand même un petit peu d'argent, on n'avance pas, en fait, on reste sur le blocage. Donc, j'admets qu'il y a peut-être plus sympa à faire que de socialiser des pertes des banques. C'est pas, je dis pas ça pour faire plaisir aux banques, hein, mais si on veut aussi admettre que la transition écologique nécessite déjà qu'on s'y mette et pas qu'on attende encore 2, 3, 5 ans, d'une part, et qu'en plus ça va nécessiter quand même pas mal d'investissements, alors voilà, il faut trouver un moyen de démêler un petit peu ce qui nous empêche d'y aller, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc le shadow banking, je disais, faut voir ce que la politique monétaire a fait par rapport aux banques. Alors la contrepartie est donc une régulation très forte. Ne peut-on pas la faire sans cleaning bank? Si, probablement, mais il faut quand même que tu fasses quelque chose de tes actifs polluants, parce que à un moment donné, ces actifs polluants vont conduire à une perte, qui fait que même en mettant une régulation très forte, les banques vont pas vouloir les faire, ces pertes, donc elles vont pas investir dans le vert. Donc il y a besoin, même avec une régulation très forte, il y a quand même besoin d'un mécanisme qui dépasse le pur agenda réglementaire. D'autre part, exiger ce genre de conditions, ça peut aussi poser des problèmes. Tant qu'on est dans une économie libre de marché, il y a des conditionnalités qu'on peut pas mettre comme ça, hein. On entend beaucoup, par exemple, des choses comme conditionner les aides publiques à des investissements verts, mais ça, sans la création, sans une modification constitutionnelle en France et sans la création d'une agence qui permette de vraiment dire ce qui est vert ou ce qui n'est pas, on peut pas le faire, ça. Il faudrait une espèce d'équivalent de l'agence du travail, mais pour les aides publiques, par exemple. Donc ça nécessite un mécanisme. Ça pourrait être ça, hein. C'est pas obligé d'être une cleaning bank par ailleurs, mais ça nécessite quand même un mécanisme qui n'existe pas encore, hein. Bref, où est-ce que je voulais en venir avec cette politique monétaire? On va peut-être essayer d'accélérer un petit peu, parce que moi j'avais 20 minutes, ça fait déjà 40 minutes que je parle. Bon, alors je prends mon temps et je serai un peu plus direct, un peu plus rapide demain, mais il va falloir que je fasse quelques coupes quand même, parce que demain je n'ai que 20 minutes. Donc, ce découplage monétaire, il a créé une nouvelle donne qui fait que la dette publique, elle est vachement attrayante en fait. On a vu que les taux ont baissé, ça c'est lié aussi à l'action, c'est lié à deux choses. Les taux ont baissé parce que la Banque centrale a baissé ses taux, donc tous les taux ont baissé en fonction. Ça a eu comme ça un effet boule de neige. Comme en plus la Banque centrale achète, donc elle agit sur l'offre et la demande de ces bons, de ces obligations, ces obligations sont un peu plus attractives. Et ces obligations, elles sont vachement achetées par les banques et par les non-banks, parce qu'aujourd'hui, ces actions, notamment, servent un peu de monnaie, servent un peu de caution, en fait. Si je fais un investissement en stablecoin, si je fais un investissement dans une option sur GameStop, derrière, je dois collatéraliser, donc prouver que j'ai des garanties, et ces garanties-là, soit je les fais en cash, mais le cash c'est ce qui coûte le plus cher, et le cash il est quand même assez limité, la masse monétaire étant ce qu'elle est, et donc parfois on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des safe assets, donc des actifs sûrs, qui sont notamment le bon du trésor français, le bond allemand, les treasuries américaines. Donc la dette publique de ces pays-là est utilisée comme une espèce de monnaie sur les marchés pour servir de caution, et donc complètement lié d'une part à certaines des réformes structurelles qui ont eu lieu, donc sur le besoin de collatéraliser, donc d'avoir comme ça cette caution, et d'autre part par le fait que les banques centrales, en baissant les taux et en achetant de la dette sur les marchés, jouent un peu sur l'offre et la demande, sur l'attractivité de ces dettes. Alors la bonne nouvelle de ça, c'est que... alors la mauvaise nouvelle de ça, c'est qu'en plus, il y a de plus en plus d'intermédiation, donc on a créé un vrai bordel
sur savoir qui possède cette dette. Il y a de plus en plus de non-bank et l'intermédiation qui passe par les non-banks. Les non-banks, l'avantage par rapport aux banques aussi, c'est qu'elles ne sont pas régulées comme les banques. Donc elles n'ont pas les mêmes besoins en capitaux, elles n'ont pas les mêmes coussins de sûreté, elles n'ont pas les mêmes contraintes. Donc c'est quand même un risque, un peu loin des yeux, loin du cœur, mais on ne sait pas trop ce qui se passe dans les non-banks par rapport aux banques, parce qu'elles sont par définition pas régulées comme les banques. Mais en plus de ça, cet effet d'aubaine a fait qu'il y a de plus en plus d'intermédiations qui passent par les non-banks, par le shadow banking. Et donc ce qui rend évidemment la demande pour cette dette encore plus importante, parce que plus il y a d'acteurs, plus il y a de trades, plus il y a de transactions, plus il y a besoin de cette caution qui est la dette des États et des plus grosses entreprises ou des entreprises les plus rentables. Et donc la dette est ultra attractive. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas trop où ça va et qu'on commence à créer un sacré bordel systémique avec des banques, des fausses banques qui ne sont pas régulées comme les banques. Mais par contre, la bonne nouvelle pour les États, c'est que la dette publique est encore ultra attractive malgré le déficit, malgré la croissance en berne avec la crise Covid. Pour l'instant, il n'y a pas de problème de dette publique à proprement parler. Ça continue à marcher du feu de Dieu. Et c'est aussi l'appel que je veux faire, c'est que pour l'instant, cette dette publique, elle est utilisée à quoi ? Elle est utilisée principalement pour faire du conjoncturel. C'est-à-dire des prêts garantis par l'État, des plans de soutien, donc en fait on paye les salaires, on fait du chômage partiel, etc. Et donc pour citer Valérie Pécresse, on crame la caisse. Alors non, on ne crame pas la caisse puisque la dette publique, il y a encore beaucoup de demandes pour cette dette publique. On emprunte à des taux négatifs ou à des taux zéro, donc ce déficit-là il n'est pas problématique. Par contre, sur le long terme, ce déficit-là il résout rien parce que en fait on finance ce qui aurait dû être nos revenus et nos salaires avec de la dette. Et donc, c'est de la dépense brute, c'est pas de l'investissement sur le futur, c'est juste du pansement, c'est encore une fois jouer les pompiers. Et donc, on a encore quand même une marge de manœuvre pour pouvoir utiliser de la dette publique tant qu'elle est encore attractive, tant que les banques centrales continuent à jouer un peu sur cette offre et cette demande. Donc, il est urgent de commencer à faire du structurel, c'est-à-dire de l'investissement dans des infrastructures, dans la recherche, dans l'innovation, pour s'assurer que cette dette publique soit de la très bonne dette et pas de la mauvaise dette, même si j'aime pas beaucoup cette expression parce que c'était quand même nécessaire, mais ça continue quand même à alimenter la bulle d'entreprises zombies, ça continue quand même à alimenter pas mal de choses. Là il est temps, et il y a un autre parallèle que je voulais faire, c'est le parallèle avec l'énergie. Bon, je vais accélérer un peu, mais ça c'était mes derniers points. On observe, en fait ce qui risque d'arriver c'est la fin de la récré. La dette est attractive encore aujourd'hui, mais de plus en plus de banques centrales qui ont du coup agi là-dessus. Leur mandat, c'est pas la dette, leur mandat, c'est l'inflation. Et donc de s'assurer que l'inflation soit stable et autour de 2%. Or là, l'inflation est en train d'exploser, elle est à 6-7%, 5% dans la zone euro, on n'est pas aussi mal loti que certains. Et cette inflation, elle a des facteurs structurels, elle a des facteurs conjoncturels, mais elle est surtout liée en fait, à l'explosion des prix du marché de l'énergie. Et là où certaines personnes, surtout dans les gouvernements, se voulaient rassurants en disant en septembre, ça va aller mieux au printemps, le prix de l'énergie va rebaisser, c'est conjoncturel, pas structurel, l'inflation va redescendre très vite. Et bien en fait l'inflation continue un peu à grimper, les prix de l'énergie continuent à grimper. Donc ce qui nous est passé comme une inflation structurelle est en passe peut-être, comme une inflation conjoncturelle, est en passe peut-être de devenir une inflation structurelle. Faut pas oublier une chose, c'est que si les prix de l'énergie, si l'inflation est drivée par les prix de l'énergie, il peut y avoir très vite un effet boule de neige, c'est que tous les autres secteurs, l'alimentaire, l'industrie, même les services, dépendent de l'énergie. L'énergie, c'est ultra primaire. Donc si l'énergie baisse pas, cette inflation, elle va commencer à percoler ailleurs. Et donc on pourrait se retrouver dans une zone d'inflation assez durable, ce qui fait que les banques centrales, certaines ont commencé, celles qui sont en jaune sur cette carte, ont commencé à dire, bon bah nous on doit sonner la fin de la récré, on va commencer à refaire monter les taux et à arrêter d'acheter cette dette publique. Et ça prend quand même un risque, c'est qu'à terme, les taux remontent et qu'on n'ait pas les opportunités d'emprunter comme on fait aujourd'hui. Il y a un découplage aujourd'hui entre les taux réels et les taux d'emprunt et les taux d'inflation. Et ce découplage, il ne peut pas être durable. Donc il va y avoir un rattrapage et donc il va falloir commencer à réfléchir sérieusement d'une part à utiliser cette capacité d'avoir des taux faibles et cette dette publique avant qu'il soit trop tard, donc avant que les banques centrales sonnent un peu la fin de la récré. Et puis aussi,
de manière structurelle plutôt que conjoncturelle, donc pas juste pour rattraper la croissance qu'on n'a pas pu faire, mais surtout pour investir, aussi pour résoudre les problèmes à la racine. Si je prends l'énergie, c'est-à-dire que l'inflation qui là est complètement drivée par l'énergie, c'est le prix du gaz, c'est le prix de l'essence, ou le prix de l'électricité, mais du fait qu'on a dû rouvrir des centrales à charbon. Le renouvelable ou le nucléaire, ça coûte pas aussi cher, par exemple. Mais comme on est en plus dans un marché de l'énergie complètement libéralisé, on paye l'électricité à son prix le plus cher, donc au dernier mégawattheure qui est produit, et donc en général l'usine à charbon ou la centrale à charbon qui a été ouverte, alors que l'électricité qui est produite par l'éolienne à côté ou par le nucléaire à côté, en fait, produit à un coût moindre, mais il va être rémunéré quand même au prix du marché, donc ce qui me fait dire qu'il va falloir quand même investir à fond sur le renouvelable avec cette fenêtre ouverte là, de dette qui n'est pas un problème et de prêts qui peuvent être faits à des taux zéro ou taux négatifs sur les marchés, pour aussi régler le problème structurel de l'énergie qui drive actuellement l'inflation. Ça sera bon pour la planète, ce sera bon pour l'inflation, et ce sera aussi bon pour la dette, puisque ça permettra quand même de refaire de l'activité et bien évidemment de pas avoir une mauvaise dette qui n'est que finalement un rattrapage de croissance. Et effectivement, par contre, un peu d'inflation, c'est pas trop mauvais pour les dettes, effectivement, puisque l'inflation a tendance à absorber les dettes, c'est un moyen de rattrapage. Mais l'inflation n'est pas mauvais pour les dettes que si l'inflation, si ce découplage, quand même, à un moment donné, revient. Je m'explique. Une des manières de rattraper l'inflation, c'est quoi ? C'est les prix augmentent, mais aussi les salaires augmentent. Donc finalement, le pouvoir d'achat reste le même, tout le monde est content, et dans ces cas-là, la dette, effectivement, diminue en proportion, toute chose étant relative par ailleurs, puisque les salaires sont plus importants, donc la valeur de l'argent augmente, et donc la dette qui est passée a un poids moins important. Mais tant qu'il n'y a pas de rattrapage aussi sur les salaires, on va quand même avoir des problèmes. Donc voilà, je voulais juste terminer sur dire, voilà, quand même, l'inflation est super élevée, mais elle est surtout liée au marché d'énergie. Et donc, il faut absolument régler le problème structurel, que ce soit le problème des actifs bruns, le problème des investissements renouvelables sur l'énergie en particulier, ou le problème des entreprises zombies. On fait énormément de dettes, en fait, conjoncturelles pour rattraper la croissance, pour rattraper les salaires, alors qu'il faut faire de l'investissement public sur les infrastructures, sur le renouvelable, pour justement un petit peu régler comme ça cette quadrature du cercle. Je terminerai sur un dernier petit graphique. Ça, c'est l'investissement public net, en privé et public. Et on se rend compte qu'avant la crise des subprimes, il n'était pas ouf l'investissement public net, autour de 0,8 ou 1%, parce qu'en Europe, comme on a la règle des 3% sur le déficit public, on n'est pas spécialement encouragé à investir. Mais alors depuis justement la véritable instauration de ces règles, avec le pacte de stabilité en post 2011, pardon, on a vu que l'investissement public net avait complètement dégringolé, il est proche de zéro, il est même parfois négatif en zone euro. Et donc ça, c'est une machine à créer de l'austérité, c'est une machine à faire que le patrimoine public, c'est-à-dire le patrimoine de celles et ceux qui n'ont rien, diminue, se casse. C'est ce qui fait qu'on n'investisse pas dans les infrastructures, dans le renouvelable, c'est ce qui fait qu'on n'investisse pas dans les ponts. On se souvient, voilà, en Italie, ça a été quand même un gros sujet, notamment lors de l'effondrement du pont de Gênes, parce que le privé ne s'y met pas beaucoup. On voit que l'investissement privé net, il a aussi vachement diminué, et il n'est pas du tout compensé par le public, donc la double peine. Donc, et pourtant, le déficit continue à augmenter, même il explose. C'est parce qu'on a un vrai problème de découplage entre le structurel et le conjoncturel, et c'est finalement ça qui pose problème. C'est pas la dette en tant que telle, c'est pas tout ça, c'est pas l'inflation en tant que telle, c'est le fait qu'on regarde le train passer, quoi. Voilà. Ce sera à mon avis le mot de la fin en ce qui me concerne. J'ai beaucoup parlé. Ah ouais, peut-être une dernière chose aussi sur une chose qu'il faudra faire quand même aussi sur le marché de l'énergie, c'est que l'énergie, c'est une dépense contrainte. On est tous obligés de se chauffer, on a tous besoin d'électricité, on a parfois besoin aussi d'essence pour sa voiture, etc. En l'absence d'alternatives parfois.
C'est des dépenses contraintes. Et donc la libéralisation de ces marchés-là, qui fait qu'on paye même une énergie propre ou peu coûteuse au prix le plus cher du marché de la dernière usine à charbon qui a été ouverte pour produire le surplus d'électricité dont on a besoin. Ça, c'est un problème. Et c'est un problème qui est aussi, à mon avis, hautement incompatible avec le besoin de refaire de l'économie circulaire, de faire de l'économie locale, et le fait que si on veut encourager des gens aussi à pouvoir profiter de l'énergie locale, de son éolienne ou de son renouvelable, des panneaux solaires ou autres, qu'on puisse acheter aussi à un prix plus bas, un prix qui soit plutôt lié justement à l'économie locale. Donc, parce que la libéralisation, donc la compétition, l'effet de concurrence, en général, c'est pas trop mauvais pour le consommateur, on le voit, mais sur des dépenses qui sont contraintes, comme les effets d'énergie, comme les dépenses d'énergie, en général, ça peut au contraire poser ce genre de problème, comme on l'a actuellement sur le coût de l'énergie, et un problème qui est, une fois encore, pas réglé avec du structurel, mais avec du conjoncturel. C'est par exemple les gouvernements qui vont retarder la hausse des prix, alors ça c'est bien pour le consommateur, très bien, ou qui vont faire le chèque énergie pour le consommateur, c'est bien aussi pour le consommateur, super, mais ça, c'est de la dépense pour rattraper un effet de marché plutôt que de changer le problème du point de vue structurel. Et c'est par ailleurs aussi problématique par rapport à la transition écologique, puisque par ailleurs ça revient à subventionner des énergies hautement polluantes, sans se poser par ailleurs la question du remplacement ou des alternatives. Donc on est quand même dans un cercle vicieux de ce point de vue-là, et ce sera le message. Je vais pas rester très longtemps, parce que de parler avec vous, là ça fait bientôt 1 heure, je réalise que j'ai quand même du boulot de trimming, j'ai du boulot pour couper des choses, puisque je n'aurai pas 1 heure demain, mais je n'aurai que 20 minutes. Donc je vais pas tarder à vous laisser, mais merci, vous avez été assez nombreux ce soir, ça fait très plaisir, je suis content que vous soyez de retour pour 2022 sur les live échos. Mais je vais reprendre du coup peut-être quelques... c'est pas ça, j'arrive, je voulais... merci Totoro. J'étais un peu en impro, donc j'ai pas toujours été super fluide, mais c'était aussi pour moi plutôt un exercice de relecture de mes notes, et où je remettais un peu mes pensées en place, donc ceci explique cela. Mais même si je l'ai pas toujours bien dit, j'ai dit tout ce que je voulais dire, donc c'est déjà pas mal. Et je vais quand même rester 2-3 minutes pour répondre à vos questions, bien évidemment. Je ne veux pas fermer la conversation. Encore une fois, vous étiez assez nombreux ce soir sur le chat. Donc si vous avez des remarques, des questions, des accords, des désaccords, n'hésitez pas, c'est le moment, foncez. Et en attendant vos quelques questions avant de se dire au revoir, je vous refais un petit rappel salutaire. La semaine dernière on a sorti l'Econocast, premier épisode du podcast l'Econocast, qui est disponible donc en podcast audio sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, etc., mais aussi sur YouTube en format vidéo. Un format beaucoup plus court et beaucoup plus travaillé pour le coup que les live échos, beaucoup plus fluide qu'en 20 minutes. On fait de la vulgarisation économique avec l'ami Faskill qui produit ces podcasts-là. Et le premier épisode est sur le PIB, donc on va parler d'où vient le PIB, les anecdotes historiques, comment il est construit, et voir aussi comment on peut dépasser le PIB. Et demain, pour les 2 ans, demain c'est l'anniversaire de Rue de la Révolution. Le premier épisode est sorti le 13 janvier 2020, donc demain c'est les 2 ans du podcast Rue de la Révolution, et c'est le jour qu'on a choisi pour sortir donc l'épisode 15, qui sera disponible dès demain matin sur vos applications de podcast, Spotify et compagnie, et qui aura comme thème le journalisme et le paysage médiatique français en cette veille d'élection présidentielle. Ce sera un épisode très intéressant avec nos copains de la rédaction du média en ligne Le Vent se lève. Voilà, on a invité Laetitia Riss, la rédactrice en chef de ce média alternatif que vous connaissez déjà peut-être. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain sur Rue de la Révolution. Bon, j'ai pas vu de questions passer, donc j'imagine que c'est bon. Donc on va se laisser là-dessus, on aura bien discuté. Du coup, souhaitez-moi bonne chance pour demain matin. On croise les doigts. On va encore bosser un petit peu ce soir pour fluidifier tout ça, mais on devrait être bon. Allez, de gros bisous, à la prochaine pour un live écho, et puis n'oubliez pas demain, Rue de la Révolution, épisode 15. Voilà. Allez, à la prochaine, salut.